d'accepter vraiment qu'elle n'est plus là, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, beaucoup de courage. On a un SMS que je tiens à lire. Bonjour, bonjour monsieur. Donc je pense que c'est vous, docteur. Bonjour Eva, je suis Marcel Kofi, je réside à Bassam. J'ai perdu mon père, cela fait 7 ans. Il est allé se coucher et il est mort dans son lit sans qu'il ne soit malade. C'était un choc pour nous. Et il avait son petit frère qui s'est bien occupé de nous. Il est décédé pareillement que mon père dans son lit sans qu'il ne soit aussi malade. Eva, c'était le dernier père et oncle qui me restait. J'ai mal et je ne cesse de pleurer car c'était un oncle exemplaire. Aidez-nous. Oui, je pense que c'est ce que l'autre dit. Hein. Bon, finalement, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de manière particulière, c'est de l'annoncer le plus simplement possible. Parce que quelle que soit la façon d'annoncer, c'est vrai, on ne peut pas venir balancer à quelqu'un, ton père est mort comme ça, de cette façon. Mais la douleur, elle est là. La douleur, elle est là parce que vous voyez des gens de situation où ça inquiète même les enfants. Le papa meurt dans des conditions bizarres sans qu'il soit malade. Le petit frère qui s'en occupe meurt. Est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas mourir de cette façon? Etc. Ça crée une certaine angoisse. Donc il y a l'affection qui est partie, qui traumatise déjà, mais il y a l'angoisse de dire pourquoi de cette façon, c'est de cette façon que nos parents meurent. Donc tout ça, ça rentre dans la douleur et les préoccupations. Mademoiselle Goua est en ligne, elle nous appelle de Aboissou. Elle nous appelle d'Aboissou. Allô? Allô? Oui, bonjour Mademoiselle Goua. Oui, bonjour, j'aimerais participer à l'émission. Vous êtes la bienvenue, on vous écoute. Bon, parce que l'émission me concerne aussi. Un 25 décembre 1999, j'ai perdu ma soeur. Ma soeur aînée, vraiment dans l'euphorie de la fête, avec les sapins, la lumière et tout. Elle était dans la chambre, elle dormait. On ne savait pas qu'elle dormait, elle était morte. Donc, on était tous en train de préparer dans la maison, dans la cuisine. C'est une de ses camarades qui est venue à la maison demander après elle. Lorsqu'on lui a dit non, va dans la chambre, que ton amie est là-bas. Elle est couchée. Quand elle est rentrée, elle a découvert que ma grande sœur ne répondait plus à ses appels. Donc, comme nous sommes venus, vraiment, c'était la panique. Elle n'avait rien, elle n'était pas malade. Et puis, vraiment, elle est décédée comme ça. En un plein 25 décembre. Vraiment, le choc était total. Parce qu'on habitait dans un camp de gendarmerie. Et puis, ça bouleversait tout le monde. Donc, vraiment, c'est pourquoi j'appelle. Vraiment, aujourd'hui, la douleur est forte. Parce que chaque fois qu'on se rappelle en décembre, le 25 décembre net, on se rappelle d'elle. Donc, vraiment, c'est pourquoi j'appelle pour dire que vraiment la douleur est tellement forte au niveau de la famille. Et puis, pour tous ceux qui étaient avec nous dans le camp, qui ont supporté cette douleur avec nous. Très bien. Merci beaucoup, mademoiselle Goua. Alors, de tous les témoignages qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on ne se remet jamais de la perte d'un proche. Bon, jamais c'est trop dit, mais difficilement. Difficilement pour la raison que, comme je l'ai dit à un moment donné, nous, en Afrique ici, quand nous vivons des situations traumatisantes, c'est des rituels qu'on fait. Vous savez, même quand quelqu'un sort de prison, dans certaines traditions, il faut aller le laver. Parce que prison, en Baoulé, par exemple, on dit bissoua, donc c'est la maison des excréments. Ce qui n'est pas vrai, je pense. Donc, quand la personne sort, il faut aller faire plutôt des cérémonies, des rituels pour essayer de laver, etc., conjurer le mauvais sort. Mais ce que la personne a vécu de traumatisant, on n'en parle pas. Parce qu'on n'a pas ces outils, on n'a pas cette connaissance. C'est avec l'évolution de la société qu'on est en train de se rendre compte finalement que, à côté des rituels qui peuvent accompagner le processus de deuil, il y a le fait que l'individu lui-même, en fonction... Parce que quand on prenait en charge quelqu'un pour un processus de deuil, il y a sa personnalité, il y a le type de lien, il y a l'âge. Est-ce que c'est quelqu'un d'autonome? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dépendant? Il y a plein de choses qu'on prend en ligne de compte. Très bien. D'accord, nous avons un appel de M. Lassissi qui nous appelle de Nzianoua. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour M. Lassissi. Vraiment,
le monsieur me traumatise. Parce que à 2009, oui. j'ai perdu mon premier fils. Je n'étais pas malade. Je quitte au travail, j'arrive à la maison. Sa maman me dit non, que ma femme chauffe. J'appelle mon ami qui est infirmier. À ce temps, il y a M. Kone Famba qui est à l'infirmerie de Ganois. Je l'appelle le temps qu'il va arriver à la maison. Je vais prendre ma douche, je rentre, on me dit une affaire décidée. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, madame, je n'arrive pas. C'est-à-dire quand je vois un enfant qui avait l'âge de mon fils, je suis dépassé. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour m'oublier. Et ça fait combien de temps que votre fils est parti? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage. Beaucoup de courage à vous. Alors, docteur, finalement... Si vous me permettez, ouvrir juste une petite lucarne pour aussi exhorter. Parce que beaucoup de personnes ont appelé pour dire on a perdu telle personne, ne semblait pas être malade. Je pense qu'en tant que médecin maintenant, on n'a pas l'habitude de faire des bilans de santé. Quelquefois, on porte des maladies silencieuses et qui peuvent nous terrasser à tout moment. Vous pouvez faire un arrêt cardiaque parce que vous êtes hypertendu, vous pouvez faire un AVC hémorragique, tout peut arriver. Je voudrais vraiment encourager les Ivoiriens, tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, de prendre l'habitude de faire des bilans de santé. Tout à fait. Parce que je connais des enfants qui sont nés, on me dit souvent qu'ils n'ont rien eu. Or, parfois, l'enfant traînait une anémie à force de faire des paludismes en répétition, d'une malformation qui n'a pas été diagnostiquée, qui peut être une malformation cardiaque. Et malheureusement, quand ils décèdent, on dit qu'il n'y a rien eu. Je ne remets pas en cause leur souffrance, mais je pense qu'on gagnera aussi à prendre l'habitude, en fonction de nos moyens, de faire juste des minimums, des bilans de base. Il faut avoir la culture. On avance un peu en âge, je pense que c'est encore, parce qu'on le sait, hein, plus on vieillit, plus on est sujet à des petits bobos qui peuvent devenir plus sérieux s'ils ne sont pas traités. Donc, il faut prendre... oui, ça c'est un encouragement en tant que médecin que je porte à la population. Tout à l'heure. D'accord, docteur. Alors, salut, moi c'est Jeanne, j'ai perdu mon père le 7 août à 6 h. Ma grande sœur m'a annoncé le décès très tôt le matin, alors que j'étais en train de dormir. Jusqu'aujourd'hui, ça me traumatise, cela me hante et je n'arrive pas à rester seule dans une pièce. Oui, donc comme je le dis, le véritable problème, ou la problématique, vous l'avez posée, c'est que beaucoup de personnes d'entre nous, on est certain que chacun d'entre nous a perdu un être cher à un moment ou à un autre. La problématique qui reste est la gestion. Beaucoup, pendant des années ou des décennies, portent encore des cicatrices de ces deuils-là. Donc finalement, la question fondamentale... Docteur, pour revenir à l'appel de notre téléspectateur qui nous appelle, M. Lassissi par exemple, est-ce qu'il y a pire douleur que celle de perdre un enfant? Parce que perdre un parent, c'est clair, c'est douloureux, mais c'est dans l'ordre des choses que les parents partent avant les enfants. Perdre un frère ou une sœur, ça fait mal également, mais perdre un enfant, c'est vraiment difficile de s'en remettre. Oui, surtout, je l'ai dit, quand l'enfant n'a pas présenté de façon apparente de maladie, quand c'est un enfant unique, quand c'est l'aîné qui est très brillant à l'école et qui a eu par exemple le bac ou vient d'avoir l'entrée en 6e, donc en fonction des cas de figure, mais en tout état de cause, perdre un enfant, c'est perdre une partie de soi-même et c'est extrêmement douloureux. C'est tellement douloureux qu'on s'en remet très difficilement et si on n'a pas d'aide, c'est vraiment compliqué. Très bien. On a un appel de Dabo, de mademoiselle Souané. C'est bien ça. Allô? Allô? Allô, bonsoir Eva. Oui, bonsoir mademoiselle Souané, on vous écoute. Moi, je voulais parler plus de comment on annonce le décès à un proche. Vous pouvez reprendre, on vous entend mal. Allô? Oui, on vous écoute. Je disais que moi, je voulais parler plus de comment on annonce un décès à un proche. Comment annoncer un décès à un proche? Oui. Oui. Je me rappelle, j'étais en seconde et j'ai perdu mon père. Il est décédé sous mes yeux et j'étais sous le choc. Je voyais ma maman désemparée et je me disais la seule personne à qui je pouvais me confier, c'était ma grand-sœur qui n'était pas là. Et directement, j'ai pensé prendre mon téléphone là. La connexion n'était pas bonne depuis, on dit. Oui. Alors, docteur. Ce que je veux dire, c'est que, je répète, l'annonce du décès n'a pas de protocole particulier.
dans le langage. Bon, quand c'est un chef, on a une manière de dire, on dit le baobab est tombé selon les traditions. Mais je veux dire que, en réalité, je me pose encore la question, pourquoi c'est difficile d'annoncer? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes notre propre peur? Moi, j'ai vécu la malheureuse expérience en griffe quand mon épouse a perdu ses deux parents. C'est moi qui l'ai annoncé. Parce que quand elle a perdu son père en premier, c'est moi qui ai été informé. C'est moi qui l'ai annoncé sans chose. Je l'ai appelé à deux dans la chambre et puis on s'est parlé. Pareil pour sa mère, malheureusement, également, qui a décédé les années qui ont suivi. Donc, quelquefois, c'est la personnalité aussi de l'individu même qui annonce. Ce sont nos propres peurs, nos propres inquiétudes qui font que quelquefois, on a peur de le dire et donc on pense qu'il faut cacher, mais ce n'est pas la solution. Donc pour répondre... Comment? Donc pour répondre, pour répondre à la question de façon générale, il y a la partie traditionnelle que quand un chef meurt... Vous savez, par exemple, un chef va dans une ville pour se soigner. Et puis, 2 jours ou une semaine après, on envoie des émissaires. Quand les gens le voient, ils savent déjà plus ou moins. Mais ils attendent simplement qu'on dise qu'il est décédé. Donc, ils savent plus ou moins. Donc, on va faire des réunions, on va, etc., pour respecter la tradition. Mais quand on va l'annoncer, il n'y a pas d'autre manière que de dire qu'il est parti. Très bien. Myriam nous appelle de Boaké. Allô? 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 Myriam, vous nous entendez? Oui, j'entends. Alors, nous, on ne vous entend pas du tout, hein, si vous nous entendez. Voilà, je suis... D'accord. Alors, docteur, on va passer, on est toujours dans les différents cas de figure. Oui, bon, il y en a tellement. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas tous les énumérer. Alors, on va dire, par exemple, après avoir annoncé le décès, après l'annonce du décès, c'est la partie obsèque qui prend le relais, donc les funérailles. Alors, à ce moment-là, on est très entouré. Il y a des gens qui viennent, comme on dit chez nous, qui viennent dire Yako. Il y a les veillées qui sont là. Donc, avec tout ce mouvement-là, on ne sent pas beaucoup. Le contre-coup est beaucoup plus dur au lendemain de l'enterrement, où tout le monde s'en va et qu'on se retrouve seul face à son chagrin. Il y a 3 aspects, 3 éléments. Le premier, c'est l'annonce du décès. On est le choc. Les premières heures, on pleure. Et puis les gens défilent à la maison. À un moment donné, on se calme. Maintenant, ça va durer le temps où le corps est encore, où va demeurer pour quelques mois ou quelques semaines à la morgue. On est plus ou moins moralement bien. Pendant que le corps est là, on prépare les obsèques. Et puis, parce qu'il y a des visiteurs, les gens vont venir vous parler, vous saluer à longueur de journée. Parfois même, c'est épuisant. Ça fait dépenser les gens. Mais on se sent entouré, comme vous l'avez dit. Et puis, vient le jour terrible de porter la personne en terre. Parce que là, on est finalement convaincu. Vous savez, c'est ça aussi la nature humaine. Même quand on vous dit que votre père est décédé, moi, j'ai perdu mon père, je suis en 6e, vous avez cet espoir caché que peut-être il peut s'élever. Pourquoi vous sachez que ce ne soit pas possible? Mais le jour où on va porter la personne en terre, la douleur est plus grande parce que vous êtes là convaincu que la séparation est totale. On va revenir à la maison, généralement on prend un repas sur le lieu, des obsèques, etc. Et puis là, en ce moment-là, chacun prend ses distances. Et j'ai dit, là où vous avez le plus souvent de soutien, et peut-être il faut en profiter, c'est le moment des obsèques. Tout le monde est là, on vient au veillées, on va faire les prières et tout ça. Mais dès que l'enterrement est fini, est terminé, chacun rentre chez lui. Et il peut arriver même que, quand vous êtes des enfants d'une même famille, l'enfant qui est à la maison et les parents souffrent plus. Parce qu'on va finir, ceux qui sont à l'extérieur vont rejoindre leur poste. Ceux qui sont dans leur famille vont repartir dans leur famille. Et puis c'est peut-être la maman, si elle a perdu son conjoint, ou le papa, si il a perdu sa conjointe, etc., va rester seul. Ou bien c'est l'enfant qui a vécu avec la maman ou le papa qui va rester seul. La douleur devient terrible parce qu'en ce moment-là, on va constater le vide. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se remettre. C'est pour ça que certaines personnes, pour essayer de régler, même si ce n'est pas toujours évident, cherchent à quitter la maison. Ce n'est pas évident de voir, par exemple, le canapé où maman se reposait tous les jours. Elle n'est plus là. On voit ses affaires encore qui traînent, ses chaussures. On peut voir n'importe quoi, tout et n'importe quoi qui rappelle la présence de la personne qui est partie. Et en fond, en larmes, on n'arrive plus à bouger. Moi, la dernière fois, je lisais donc, un livre où une jeune femme comme ça a retrouvé une bague de sa mère qui venait de décéder. Elle est restée toute la journée à pleurer avec la bague dans les mains. Elle était incapable de faire autre chose. Absolument. Moi, je me souviens encore, il y a moins de 2 semaines, j'étais allé saluer ma mère au village.
on causait et puis je me suis rappelé, dit, à chaque fois que mon père revenait du champ, voilà, je ne peux pas oublier cette image. Quand il vient du champ, avant d'aller saluer ses aînés, il avait toujours une place là où il était assis. Et quand vous voyez ça, ça vous rappelle toujours la personne et ça demande clairement le vide, ça demande clairement l'absence. Donc imaginez que vous soyez en perpétuel dans cette situation, voilà, dans la situation. C'est difficile. C'est comme une femme. Alors, est-ce que c'est une bonne idée justement de partir de la maison où la personne qu'on aimait est décédée? En général, ça aussi c'est au cas par cas parce que quelquefois les gens disent laisser la maison. J'ai entendu des épouses, veuves, disent laisser la maison, c'est comme je trahissais la mémoire de mon mari, donc je préfère rester là, mais en restant là, elle ne dort pas. Donc je pense que quelquefois ceux qui ont les moyens parfois voyagent, mais quand ils finissent le voyage, ils viennent, la réalité est là, c'est difficile. Donc, ceux qui pensent que ça peut les aider en quittant, ce n'est pas une mauvaise idée, personnellement. Maintenant, si en restant, on est encore entouré parce que les enfants sont encore à la maison, viennent voir régulièrement, ça peut passer. Parce que même une maison nous rappelle l'histoire d'une vie. Quand vous avez vécu pendant 30, 40 ans avec votre femme ou votre mari sous le même toit et vous vous en train d'abandonner cette maison, ça aussi c'est une autre douleur, une autre épreuve à affronter. Parce que je vais aller vivre ailleurs. Je me souviens que j'étais dans telle maison avec mon partenaire ou ma partenaire pendant des années. Est-ce que je suis en train de trahir, etc., etc. Donc, dans tous les cas de figure, il n'y a pas de solution radicale. C'est au cas par cas en fonction de nos personnalités, de nos cultures, de nos sensibilités, de l'encadrement, de l'entourage, du soutien. On peut prendre une décision en fonction, donc, comme je l'ai dit, des circonstances. Très bien. D'abord, que Dieu nous donne longue vie, mais sachez que chez nous, les Malinqués, annoncer un malheur doit vraiment se faire de manière très délicate, surtout quand il s'agit d'un proche. Pour cela, il faut passer par des personnes âgées ou des guides religieux. Et ce SMS est signé Jamila. Chez nous, les Abidji, quand une vieille personne décède, on ne pleure pas cette personne parce qu'elle a duré sur cette terre. Et puis on va finir avec bonsoir Eva, je me nomme Monsieur Brou Yves Roland, c'est pas vous docteur. Je suis du nord-est de la Côte d'Ivoire, à Nîmes plus précisément. Chez nous, on annonce un décès quand c'est au village par le son du tam-tam et ensuite les villageois se retrouvent chez le chef du village. Oui, vous savez, je voulais dire un peu un pays... On y revient tout de suite docteur parce qu'on a Monsieur Ouattara qui nous appelle de Marcory en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour Monsieur Ouattara. Voilà, alors j'appelais déjà pour participer à l'émission. On vous écoute. Voilà. Alors, nous avons tous de loin ou de près perdu un proche. Alors, la manière d'annoncer déjà, ça afflige d'abord parce que quand on annonce calmement ou dans la foule, ça finit toujours par traumatiser. Alors, moi, ce que je voulais dire, moi, je suis un musulman, voilà. Je ne sais pas si c'est important, mais... On sait tous que quand on perd quelqu'un, là, on ne tue pas sur le corps, immédiatement on enterre la personne. Mais certaines personnes ont tendance à durer pendant 1 mois, 2 mois. Pendant ce temps, il y a d'autres préoccupations. Sans doute, là, en ce moment, c'est la période des rentrées. Alors, on perd, par exemple, papa, on est obligé d'attendre 2 mois. Les histoires des veillées, etc., etc., c'est fini. Le plus important, c'est de prier pour le repos de la personne et limiter un peu les dégâts. D'accord. Petite question, voilà. Monsieur. Pour vous, le fait d'enterrer rapidement la personne, ça permet de passer plus vite à autre chose et de faire le deuil plus rapidement? Voilà. Le plus important, c'est de prier pour le repos de cette personne et également demander à Dieu que cette personne repose en paix. Très voilà. Bien. Mais déjà, ça limite un peu les dégâts et on permet aussi de passer à autre chose, questions financières, etc. Parce que veiller, les frais à la morgue, etc. Alors, vous comprenez un peu que... Tout à fait, on comprend votre point de vue. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation et très bonne journée. Ce que je voulais dire, c'est d'autres cas de figure, par exemple, vous perdez votre fils aîné, dans certaines traditions, pas de férois. Oui, on va revenir à ce qu'il a dit parce que je trouve qu'il y a un aspect très important. Parce que bien souvent, quand les considérations matérielles se mêlent de la douleur qu'on ressent déjà quand on s'inquiète pour comment rendre le dernier hommage le plus digne possible à ce proche qui nous a quittés, c'est encore plus compliqué. Oui, justement c'est compliqué parce que en Afrique... Une fois vous avez dit que vous ne savez pas pourquoi en Afrique, on aimait, enfin en Côte d'Ivoire particulièrement, on aimait bien les cadavres. Parce qu'il y a beaucoup, on va discuter autour du corps pour savoir comment l'enterrer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui font que le deuil n'est pas facile. J'ai même vécu une expérience d'une dame qui était malade il y a plusieurs années.
et qui souffrait, on ne savait pas de quoi elle souffrait, puis dans les échanges, je n'étais même pas encore psychiatre à l'époque. Sa préoccupation, c'est que son père était chef de village. Il a participé à tellement de funérailles qu'elle crée que son père allait mourir dans les années à venir. Comment elle allait faire les funérailles? Voilà sa préoccupation. Comment elle va faire? Elle ne travaille pas, elle n'a pas de frère qui travaille. Comment elle va faire face aux obsèques? Parce qu'il y aura beaucoup de monde. Les gens vont venir. D'accord. Souvent, les gens vont dire non, tu ne peux pas être pressé d'enterrer ton papa parce que nous, on n'est pas encore prêts. Mais quand il s'agira de payer les frais de mort, personne ne viendra. On n'a pas suffisamment bu. Donc, quand on met tous ensemble, parce que si vous le faites vite, vous savez, même dans les villages, quelquefois les gens se prennent pour vous dire merci, vous avez bien enterré votre parent. Ça veut dire on a bien mangé, on a bien bu. D'accord, on y revient tout de suite. On prend le tout dernier coup de fil pour vous permettre de faire une belle conclusion, ou du moins une conclusion partielle. Ce sera M. Traoré, Monsieur Traoré qui nous appelle d'Abobo. Monsieur Traoré? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour Monsieur Traoré, on vous écoute. Moi, j'ai perdu ma mère le 23 juillet 2010. D'accord. Et bon, ça m'a un peu fatigué en fait. Parce que je venais d'avoir mon BEPC. Et on était à la maison et je suis sorti avec mes amis pour aller me balader un peu. Et elle était un peu souffrante et elle est allée au mar. Oula, il est parti, monsieur Traoré. Alors, docteur. Alors, à mi-parcours de l'émission, parce que je pense qu'on devait terminer au moment demain, je voudrais dire que désormais, nous ne devons plus avoir peur d'aborder la question de la mort. Parce qu'il y a eu tellement de mystères sous nos cieux qui contribuent à dramatiser ou à alourdir l'atmosphère. Quand vous parlez de mort, il y a des gens qui sont choqués. Ça fait partie de la dynamique de la vie. Donc, je pense que c'est un sujet important. Ici en Afrique, comme vous le dites, là, les morts sont rarement naturelles. C'est rarement naturel. Il y a des suspicions qui vont intervenir. Et tout ça, ça va. Un climat lourd dans la famille. Et c'est pas facile. Petite question pour vous, docteur. Bonjour, je me nomme Michael. En fait, je voudrais savoir si perdre son père ou sa mère peut impacter de manière négative la scolarité de l'endeuillé. Oui et oui. Oui et oui. Si votre père est le principal bailleur de la famille et qu'il décède, on a parlé d'héritage ici, même s'il a des biens et que les autres membres de la famille viennent prendre sans vous rien vous laisser, ou alors il meurt alors qu'il n'a rien fait, et que vos autres oncles ou frères n'ont rien, votre école est complètement en difficulté. Donc c'est sûr que l'impact est réel. Pour l'état d'esprit même de... Oui, ça peut prendre un coup. Parce que vous savez, les études, il y a le fait d'étudier qui compte, mais l'environnement aussi compte. L'environnement, c'est la famille, on en a longuement parlé. Donc la présence du père qui est un soutien moral, qui essaie de s'intéresser à nos études, qui nous donne des conseils n'est plus, du coup on est perturbé, on s'inquiète. Parce que si le papa vit qu'il a les moyens, on voit déjà loin, peut-être il va m'envoyer en France, peut-être il va me permettre de faire ceci, etc. etc. Alors, chez nous, les Koyaka de Mankono, la mort d'un proche parent est une grande tristesse. On y fait face en se soutenant moralement et financièrement dans les charges et dépenses du deuil. C'est une affaire familiale et chacun à son niveau se sent concerné. Et ce SMS est signé Ahmed Ladji Fofana. Alors, là on est SMS, je pense qu'il faudra une émission pour répondre à cette question. Comment faire disparaître la douleur de perdre sa mère et son père assassinés devant soi pour ne pas que la vengeance prenne le dessus? Je pense que peut-être on il y a un livre là-dessus, je pense qu'on en parlera. On n'a plus que 2 minutes. Salut, c'est mademoiselle Atsé. Chez nous, les Atsé, lorsque tu perds ton parent, père ou mère, la famille vous oblige à participer aux cotisations. J'ai perdu mon père à l'âge de 19 ans, mais je vous assure que j'ai participé à hauteur de 50 000 francs, pourtant je n'étais qu'en classe de terminale. Alors, vous parliez de Féwa il y a quelques instants et il y a un téléspectateur qui nous dit « Selon nos traditions, quand le premier enfant meurt, on ne pleure pas assez. » C'est douloureux de ne pas pleurer. De dire à une maman... c'est la tradition à Caen, ça. C'est la tradition à Caen. Qui vient vous dire vous avez perdu votre fils parfois de façon inattendue ou tragique et on ne demande pas de ne pas pleurer. Elle est obligée de céder. C'est difficile de faire le deuil. Parce que pleurer permet d'évacuer les émotions et les douleurs. C'est important de pleurer. C'est très important de pleurer. C'est la manière de pleurer peut-être qu'il faut voir. Pardon, docteur. On dit aux hommes, un garçon ne pleure pas. Quand un jeune homme mais après, il se cache pour pleurer. Quand il perd, par exemple, son père ou quelqu'un, on le dit aux hommes, on a tendance à leur dire de ne pas pleurer. C'est une erreur qu'on fait. Celui qui veut pleurer n'a qu'à pleurer, c'est ce que je peux lui dire. Si vous avez le courage de pleurer, mais ça ne veut pas dire que c'est quand on pleure, ça fait plus mal. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Comme il a perdu son frère ou quoi, il n'a pas pleuré, c'est que ça ne lui fait pas mal. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça dépend de nos personnalités, ça dépend de nos sensibilités. Mais celui qui veut pleurer, qu'il pleure. Mais avec beaucoup de sagesse, pas en criant
à casser les murs, que le gars va se réveiller. Il faut pleurer avec respect parce que la manière de pleurer aussi peut être l'expression du respect du corps. J'ai perdu quelqu'un, donc je vais prendre ma tête pour cogner le mur comme dans certains peuples. Dieu merci, ils sont en train d'arrêter ces choses. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Mais le fait de pleurer, ça vous permet de libérer vos émotions, ça vous permet de vous vider. Et si on a envie de pleurer et qu'on ne le fait pas, tôt ou tard, cela, comme une bombe, pourra éclater et nous poser des problèmes. On verra certainement demain avec les conséquences. Justement, docteur, parce que demain, on parlera encore de ce sujet-là, très important, certes douloureux, mais qui fait partie de la vie. On parlera donc des conséquences et puis des conseils pour pouvoir faire face au deuil. Voilà, docteur. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à tous ceux qui ont envoyé des SMS. On en a reçu près de 250, bien évidemment. On ne peut pas tous les lire à l'antenne. Donc demain, une autre partie des SMS sera lue. On prendra le soin de faire le tri et puis de soumettre vos propositions au docteur et à vous, téléspectateurs, parce que vous le savez, on garde le contact. C'est une famille, vous pouvez réagir aux préoccupations les uns des autres. Merci encore pour votre fidèle et agréable attention. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h15. Restez sur RTI2, nos programmes continuent.